C'est un camp terroriste dans lequel il y aura entre autres la visite d'Oussama Ben Laden. Il est venu faire un discours, je l'ai croisé, oui, il était là en face de moi. Et donc je comprends que je suis au pire des endroits, au pire des moments, et c'est comme ça que le piège se referme, et qu'il y a l'intervention américaine, donc c'est la guerre qui commence. En effet, il faut un livre pour le raconter justement. C'est difficile comme ça en quelques phrases de résumer un parcours aussi complexe. D'autant plus qu'il y a plein de paramètres en vérité. C'est-à-dire que moi je décide à l'âge de 18 ans de partir pour l'Afghanistan. C'est comme ça que tout a démarré. Alors bien sûr, la première question qui vient à l'esprit, pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage? Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé, un proche me l'a proposé, que j'aime beaucoup, proche de ma famille, qui lui-même y a été. Donc déjà c'est quand même vachement convaincant qu'une personne qui en parle de son vécu. Alors elle, forcément, elle en parle qu'en bien. Et on est dans un contexte aussi particulier. Ça aussi, c'est important pour bien comprendre. J'ai 18 ans et on est bien avant le 11 septembre. Donc il y a un tas de choses qu'on ne connaissait pas sur ce pays, l'Afghanistan. Alors elle, cette personne qui me parle de l'Afghanistan, estime que pour des raisons religieuses, principalement religieuses, aller en Afghanistan était une bonne chose. Moi, je ne suis pas pratiquant, mais je sais très bien que la religion, je peux l'apprendre ailleurs. En revanche, je ne suis jamais sorti du quartier, je n'ai jamais voyagé de ma vie. Et malgré tout, malgré le peu d'informations que j'avais sur l'Afghanistan, je trouvais ce pays fascinant. Pour moi, c'était un pays magnifique d'une part. D'autre part, c'était lointain. C'était plus un petit voyage, c'était une grande aventure. Il fallait passer par Londres, le Pakistan. En fait, oui, je trouvais ça excitant. C'était comme dans un film, en fait. Alors bien sûr, c'est naïf, c'est inconscient, mais c'est des choses que je vais découvrir justement bien trop tard. Parce que quand je vais arriver sur place, il va y avoir des combattants étrangers qui vont m'expliquer qu'on n'est pas là pour des vacances et que ce serait bien que je les rejoigne dans leur lutte armée qui consiste à défendre cet État islamique qui est celui des talibans. Chose que je ne veux pas faire en vérité, parce que je ne suis pas là pour ça et parce que je ne suis pas de nature violente en réalité. Mais les choses ne sont pas aussi simples. C'est imposé, ces gens-là disent que c'est comme ça, que c'est une obligation religieuse, que c'est le système qui est comme ça dans ce pays. Donc il y a un entraînement militaire de 60 jours que je vais être obligé de faire, qui va être difficile. C'est aussi un entraînement terroriste, c'est un camp terroriste dans lequel il y aura entre autres la visite d'Oussama Ben Laden. Donc on est avant le 11 septembre à ce moment-là. Il est venu faire un discours, je l'ai croisé, oui, il était là en face de moi. Donc je l'ai vu à plusieurs reprises. Mais quand l'entraînement s'est terminé, je décide de rentrer chez moi, pour plein de raisons. Déjà parce que j'ai peur qu'on me demande, maintenant que j'ai fait cet entraînement-là, d'aller combattre, ce que je ne veux pas faire. Et puis je suis épuisé aussi par cet entraînement. Mais le problème, c'est qu'au moment précis où je sors du camp, on est quasiment 2 jours après le 11 septembre. Et donc les gens qui m'ont hébergé, des Algériens principalement, m'expliquent que la guerre va démarrer, parce que les Américains vont se venger de l'attentat du 11 septembre, parce qu'eux considèrent que cet attentat a été imaginé ici, commandité de l'endroit de l'Afghanistan où on se trouve. Et donc je comprends que je suis au pire des endroits, au pire des moments, et c'est comme ça que le piège se referme, et qu'il y a l'intervention américaine, donc c'est la guerre qui commence. Je ne peux plus rentrer chez moi, le pays est fermé, la frontière au Pakistan est fermée. Il y a l'intervention américaine, il y a les bombardements, et puis il y a ceux qui combattent les talibans qui décident aussi de nous... Enfin, qui considèrent que nous aussi on est des ennemis, puisqu'on était là à l'époque des talibans. Donc on est pris en tenaille, c'est la survie. Et c'est qu'au bout de plusieurs semaines de survie, justement, dans les montagnes, à très peu dormir, très peu manger, j'ai réussi à rejoindre le Pakistan. Mais là, deuxième problème, je suis capturé par ces villageois qui me mettent en prison pendant plusieurs semaines. Ça se passe mal dans cette prison. Et c'est comme ça que je vais être libéré, donc transféré, vendu plutôt aux Américains. Et c'est comme ça que va commencer donc mon incarcération à Guantanamo qui va durer plusieurs mois. Alors Guantanamo, c'est pas comme une prison classique. D'abord, on n'a pas de droit, il n'y a pas de justice. Il n'y a ni loi américaine, ni loi cubaine. Il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de visite de famille, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de possibilité de téléphoner, et puis il n'y a pas d'activité. On est enfermé 24 heures sur 24 dans ces cages. C'est aussi l'isolement, parce qu'on est coupé totalement du monde, et puis surtout, il y a des interrogatoires. Et en effet, les Américains, principalement la CIA, utilisent des techniques d'interrogatoire musclées. C'est des techniques qui sont destinées à nous faire souffrir physiquement ou psychologiquement. Donc ça peut passer par la privation de sommeil, le fait d'être menotté, d'être transféré d'une cellule à l'autre toutes les demi-heures, donc on ne peut plus dormir. Le fait d'être menotté dans des positions douloureuses toute la nuit, l'utilisation de la climatisation ou même de la musique par exemple. On lui mettait de la musique très forte dans les oreilles et puis des flashs de lumière devant les yeux en même temps. Ça pouvait durer toute la nuit. Donc c'était des mauvais traitements qu'on subissait quasiment pendant toute la durée de notre détention. Oui, parce que
Entre-temps, donc, il y a eu Barack Obama qui est devenu président des États-Unis et qui a signé un décret pour interdire la torture, pour l'abolir. Donc la torture, officiellement en tout cas, a été interdite à Guantanamo. De ce que j'ai pu entendre, parce que je connais aussi des avocats qui y vont toujours, me disent qu'en effet, ça s'est arrêté de ce point de vue, mais l'isolement et puis l'impossibilité de recours ou de droit des détenus existe toujours. C'est pas une bonne nouvelle, que lui n'a pas compris comme Obama que c'était une prison qui apportait plus de problèmes que de solutions. Lui considère au contraire que c'est un outil nécessaire pour lutter contre le terrorisme et donc il a considéré qu'il faudrait l'utiliser à tout son potentiel, quoi, et donc la remplir et puis même y rétablir la torture. On craint, en tout cas beaucoup de personnes craignent que la prison se remplisse de nouveau et que les tortures reprennent. On est enfermé dans l'isolement le plus total, on n'a aucune possibilité de recours, et puis ça dure des années, et puis éventuellement maltraité. Donc pour toutes ces raisons-là, n'importe quel être humain qui est enfermé peut se radicaliser. En effet, alors la prison des terroristes, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, si on voulait rendre une personne djihadiste, je pense qu'on s'en prendrait pas mieux. D'un point de vue contre-terroriste, elle est largement contre-productive. Alors j'étais pas du tout pratiquant avant mon départ, mais je le suis devenu après. Alors c'est paradoxalement à Guantanamo où j'ai vraiment appris l'islam, j'ai appris le Coran notamment, j'ai jamais autant pratiqué l'islam qu'à Guantanamo. Alors je crois que ça fait pas sourire les Américains, mais c'est comme ça. Alors moi j'ai beaucoup appris en fait sur l'islam, j'ai appris l'arabe, le Coran, mais plus j'en apprenais, d'une part je me rendais compte de mon ignorance et d'autre part je me rendais compte que ce que j'avais vu en Afghanistan n'était pas mon chemin. Ce que j'avais pu entendre dans ce camp d'entraînement notamment n'était pas mon chemin. Donc je dirais que je suis devenu plus religieux, mais plus averti. Il y a un lien en réalité. Le contexte social, le malaise identitaire que certains jeunes peuvent avoir dans les quartiers, le ressentiment aussi de ne pas être tout à fait reconnu, considéré, l'absence de se projeter dans l'avenir, tout ça crée les conditions favorables à écouter en tout cas le discours djihadiste. Alors y adhérer, je ne sais pas, mais en tout cas, ça rend plus vulnérable à aller voir ailleurs d'une certaine manière. Donc le lien, c'est celui-ci. Alors même s'il n'y a pas que des jeunes de quartier qui sont devenus djihadistes, mais il y en a quand même pas mal. Et donc oui, le contexte social peut expliquer parfois les choses, bien sûr. Il montrait déjà la réalité. Je pense qu'on peut dissuader ceux qui idéalisent beaucoup, ceux qui considèrent que c'est la défense du veuve et l'orphelin et que c'est la lutte contre les injustices sociales, quoi. Donc leur montrer qu'en réalité c'est surtout être complice de groupes terroristes et éventuellement être complice de crimes. C'est surtout ça la réalité. Et donc s'ils ont entendu ce discours et que malgré tout ils décident tout de même d'y aller, moi je pense qu'en réalité on ne peut pas faire grand-chose. Nous tout ce qu'on doit faire c'est alerter et prévenir. Ouais, alors ça, c'est le plan de lutte anti-radicalisation en effet du gouvernement. Donc ça concerne ceux qui reviennent de Syrie par exemple, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y aura une vague de revenants de Syrie et qu'il faudrait les traiter et donc les prendre en charge. Alors la réalité est différente parce qu'en vérité, il n'y a pas de vague. Ceux qui reviennent ne sont pas nombreux pour la simple et bonne raison qu'ils meurent sur place, sont capturés sur place ou alors vont combattre ailleurs. Donc il n'y a pas de vague de retour en vérité. En revanche, pour ceux qui sont revenus, alors moi personnellement je ne crois pas en la déradicalisation. Je ne pense pas qu'il y ait une technique pour faire changer d'avis les gens ou pour les guérir ou pour les faire changer d'avis. Voilà, c'est un état d'esprit. Et donc des personnes décident de changer d'avis mais c'est par leur propre raisonnement. Tout ce qu'on peut faire nous c'est de mettre les conditions pour favoriser cet état d'esprit. Donc aller à leur rencontre, discuter avec eux, leur tendre la main d'une certaine manière et puis leur faire comprendre qu'ils ont malgré leur parcours une deuxième chance, droit en tout cas à une deuxième chance. En tout cas qu'ils ont une issue. À leurs problèmes. Parce que de mon point de vue, il n'y a pas plus dangereux qu'un djihadiste à qui on a dit qu'il n'aurait plus d'issue. Et voilà, c'est juste ça. Donc moi, j'interviens par exemple beaucoup en détention. J'ai été d'ailleurs hier, j'étais à la maison d'arrêt de Strasbourg, j'ai rencontré des détenus dont certains étaient revenus de Syrie. Et le message est très simple, c'est de dire, moi je suis aussi passé par le djihad, donc je sais ce que c'est, je vous comprends. Mais malgré mon parcours, j'ai pu reconstruire ma vie et je pense que c'est aussi possible pour vous. Donc c'est surtout leur donner un message d'espoir.